grands récits sont finalement un but de donner son unité synthétique au monde. Ça veut dire que le monde en tant que tel n'a pas une unité synthétique. Ça se fait sans récit, au sens explicite du terme. Chaque fois, on trouve le monde qui nous impose comme une unité. C'est-à-dire, pour être plus clair que Kant, alors l'ensemble des tâches à remplir, les devoirs, les impératifs, les besoins et les il faut, c'est ça. Le monde se présente dans toutes ces agitations comme des dislocations qui fait appel à l'unité. Et curieusement, cet appel se fait à Dasein, c'est-à-dire celui qui se trouve là, comme si c'était par hasard. Donc l'adresse est faite chaque fois unique à une personne qu'on suppose comme égo-transcendantal. Pourquoi transcendantal? Finalement, c'était pas lui, mais c'est lui parce qu'il se trouve qu'il est là. Il ne pourrait pas être là, mais il y aura quelqu'un d'autre, c'est ça qui est transcendantal, et ça se passe dans toute l'immanence. Donc, il y a des petits récits et des grands. Ce qui distingue les grands récits, c'est de donner une unité supérieure, idéale au monde. Sinon, il y a toutes sortes de récits, des trames, des textures qu'on appelle relations, catégories de relations et modalités, et des quantités, plus ou moins, et des qualités. Ça, ce sont des catégories les plus larges. Et tout synthèse se fait là. Et tout concept se naît de là. Et la tâche de déconstruction se fait dans la trame de ces schématismes plus ou moins souples, plus ou moins rigides. Mais comme on parle de schématisme, ça donne une semblance de causalité, même quand il s'agit d'une loi venant de la liberté. C'est-à-dire qui intervient dans ce schématisme, dans ce monde-ci, dans la trame hypothétique des schèmes. Et là, dans ce sens-là, si on peut parler d'une volonté libre, et la loi morale fait son trame également comme une pli transcendantale, encore dans ces schèmes, et non pas au-delà, ni dans les profondeurs du cœur, ni dans les petites pensées. C'est ça. Par exemple, la religion aussi, c'est une unité synthétique, semi-naturelle, semi-artificielle. C'est-à-dire il y a une sédimentation des réponses, des attitudes envers les questions principales, le moi ou l'âme, le monde et le Dieu, et qui se compose en diverses religions, et avec propagandance de l'un ou de l'autre, de ces trois axes, qui est encore déconstruit, donc dispersé en trois instances pour l'analytique chez Kant, comme les idées théologiques, les idées psychologiques et les idées cosmologiques. C'est déjà une déconstruction de la religion.
le rendent impossible du point de vue de la raison théorique en 3 axes. Donc une déconstruction de base du fond. Görünce kalbim titriyor, ellerim ayağıma dolanıyor. Geceler nedense sabah oluyor. Ya bırak sen. Ya ben ağrı da var. Ne kadar koy. Burası tabii cillop gibi çocuk paralı çocuğu. Başka bir sıkıntı Erdal abi iyi akşamlar. Cino. Tamam. Ya abi
Hadi ya benden vazgeçiyor musun? Hadi birisi sayıyor. Selay, aynı çağırıyor. Gel. Niye? Nereye? Ali bir sus ya. Hadi geçmeyeceğim ha. Hadi geçmeyeceğim salak mısın? Var 10 yıldır burada hep arkadaşlar hiç bilmiyorlar ya. Abi hoş kaldık. Cette rupture ouvre l'historialité d'une chose dans le temps et dans un monde non ontologique. Et l'ambiguïté du quoi se révélait comme le soutien de ce monde historiel, je dirais commercial. Avital Ronner, dans son livre intitulé Stupidity, en faisant référence à Robert Musil, désigne la stupidité comme un jugement unilatéral et définitif qui vise à avoir fini avec l'ambiguïté, avec l'indécibilité. Cette désignation révèle la stupidité malheureuse de la métaphysique, qui est l'ennemi de l'ambiguïté depuis, je dirais, Parménide, en donnant du jugement qu'il y a de l'être pour se donner le monde comme un objet de la pensée. Objet. Le monde comme objet. Stupidité excellente. La relation dite entre sujet et objet est celle de l'exclusivité. Il y a une grande marge blanche entre ces deux paragraphes, c'est fantastique. Le sujet est celui qui soutient le sensible, désigné comme le monde.
le sujet soutient sa sensibilité, il faut, alors que la substance soutient et le sujet est l'objet. J'en demanderai des questions s'il s'agit de Descartes ou Spinoza. La substance reste, elle demeure en soutenant le sujet en tant que sensibilité et l'objet en tant que monde, mais substance elle-même devenue introuvable. La substance est au-dessus de celle dont le subjectum et l'objectum sont jetés. Il se trouve sur la substance qui donne lieu au couple de sujet et d'objet. Dans une métaphysique, ces trois devient une trinité en partageant ou participant de l'être, ou en ayant simplement de l'être. Mais il est possible de penser que ces trois ou encore deux, n'importe quoi, sans être, car l'être, depuis Aristote, n'a pas de réalité définitive. C'est une question qui se pose à la pensée, une décision, une remarque. Si on pense sans être la substance, alors elle devient le pouvoir de donner lieu ou de faire exister le sujet et l'objet. Elle devient quelque chose comme de l'inconscient qui est la condition aujourd'hui, la possibilité de la conscience. En fait, la conscience se divise en deux. Un sujet actif et un sujet passif. Comme dans le roman expérimental de Paul Valéry, Monsieur Test. Je me promène avec moi ensemble, comme un chien promenant. Se promenal en promenade. Cette coupure est un jeu de la conscience qui veut se penser comme actif en s'identifiant donc comme sujet. Donc la conscience en tant que sujet exclut l'objet passivisé hors de lui parce que la conscience ne veut pas se prendre comme schizophrène, c'est-à-dire schise initiale. L'ironie, c'est que la conscience essaie de s'enfuir de cette condition primordiale de la schizophrénie par une coupure, par un schisme qui est elle-même. Pourtant, la schizophrénie en tant qu'une maladie mentale, dit-on, est désignée
comme manque de schisme entre la personne en tant que sujet et le monde en tant qu'objet. Cette maladie mentale ne désigne pas un schisme entre la personne et le monde. Elle désigne plutôt une fusion totale entre le monde et la personne, immergée de ce monde inconscient, la personne. Pour la schizophrénie, il est le monde et rien, et reste rien en lui. Tout, un tout, soit bucolique, soit anal, soit vaginal, soit phallique. Pour lui, pour elle, il n'y a pas une coupure entre sujet et objet, mais il y a seulement activité, passivité. Mais cette distinction n'est pas une coupure totale, définitive, mais une ambiguïté de l'être. Pour le schizophrène, la conscience est totale, elle reste passive par rapport à l'inconscient qui agit activement sur la conscience, dit-on. D'ailleurs, dans la conscience des schizophrènes, les sensibles agissent sur la personne dite schizophrène, qui est affectée à cause de sa sensibilité hypersensible. Donc je dirais le schizophrène reste doublement passif et il construit une trinité, non pas encore fusionnée par l'être, mais tenue ensemble, au sens de retenir ensemble, par la passivité du schizophrène qui se trouve comme lieu qui soutient à la fois l'activité et à la fois cette totalité de l'existence de cette trinité peut-être primordiale. Or, la conscience est totale, incluant dans ces dedans l'inconscient et le monde mondain, immonde à lui, dans sa subjectivité, toujours singulière, chaque fois unique, comme la fin du monde, comme sa mort. Le sujet se distingue de la substance par rapport à Dieu. Voilà le clivage. Et de l'objet en tant que le monde, soit effectif, soit horizon. Dieu, c'est le quoi principiel chez Descartes, ce quoi auquel on participe comme on était une convive dans une festin. Le sujet, alors, c'est le quoi qui utilise toujours à sa manière et dans ses relations catégorielles Dieu
tout pour s'attribuer la puissance et la domination du monde comme celui qu'il supplie pour rendre sa puissance perdue. Parce que le sujet, d'abord, attribue la puissance à lui-même. Et ensuite, après le trône, la perte, le manque, naufrage, malamène, il se souvient de Dieu par ses pertes, c'est-à-dire par sa perte, littéralement, singulière. Le monde, c'est l'écho dont le sujet prétend d'avoir le règne. Enfin, le sujet fabrique Dieu. Il ne croit pas à Dieu. Il l'utilise comme un moyen pour accomplir son propre désir. De la même manière, il utilise le monde pour satisfaire son propre désir. Or, le monde apparaît comme un ensemble de quoi objectivisé. Le sujet, c'est donc le droit de choisir parmi les objets qui peuvent satisfaire son désir d'une manière excellente et de jeter certains objets qui ne peuvent pas satisfaire son désir suffisamment. Et c'est égoïste. C'est ça l'ego transcendantal. Qu'on ne peut rien faire contre. Donc, le sujet distribue de l'importance, des valeurs, selon Nietzsche, parmi les objets qui s'y trouvent là, ici-bas. Les quoi ont de l'importance selon le rapport à l'imagination d'un sujet, chaque fois déterminé, bestimmt, à son propre fantasme, c'est-à-dire sous les images, un corps immonde, la nature, le secret de l'Éleusis, tout ce qu'on sait de Dionysos. Par son fantasme, le sujet entre en relation avec les objets et selon le choix de son désir, elle fait un geste de l'importer ou l'exporter. Quelle liberté! Le sujet, c'est ce qui se prend comme la puissance d'importer un quoi chez lui, auprès de lui, et de l'exporter de loin de lui. Comme un moniteur, un point de connexion cybernétique. Parce que le sujet, d'abord, désigne le monde comme l'ensemble des objets hors de lui, et il y a quoi dans son existence proprement à lui.
selon le fantasme devenu métaphysique du sujet, il y a ou un quoi qui a de l'importance ou de n'importe quoi. Le quoi qui a de l'importance, importé, inclut incorporé, et mangé, avalé. Donc détruit comme certitude sensible de Hegel par le sujet subsumé qui assume l'importance de ce quoi dans son propre corporéité, devenu corps sans organe. Maintenant, n'importe quoi est exclu du sujet, rejeté, exporté au loin, hors de lui, donc il reste comme nom propre ou un quoi parmi les quoi. Donc celui qui a de l'importance, détruit, sacrifié, envoyé, investi, et celui qui n'a pas d'importance demeure en révélant une relation bizarre du sujet avec de ces quoi qu'il prend pour ses objets. De plus, de surcroît, cette relation est encore rappelant la structure de la conscience qui veut ce qu'il ne veut pas et qui ne veut pas ce qu'il veut. Cette rupture ouvre l'historialité d'une chose dans le temps et dans un monde non ontologique. Et l'ambiguïté du quoi s'est révélée comme le soutien de ce monde historiel, je dirais commercial. Avital Ronner, dans son livre intitulé Stupidity, en faisant référence à Robert Musil, désigne la stupidité comme un jugement unilatéral et définitif qui vise à avoir fini avec l'ambiguïté, avec l'indécibilité. Cette désignation révèle la stupidité malheureuse de la métaphysique, qui est l'ennemi de l'ambiguïté depuis, je dirais, Parménide, en donnant du jugement qu'il y a de l'être pour se donner le monde comme un objet de la pensée. Objet. Le monde comme objet. Stupidité, excellent. La relation dite entre sujet et objet est celle de l'exclusivité. Il y a une grande marge blanche entre ces deux paragraphes, c'est fantastique. Le sujet est celui qui soutient le sensible, désigné comme le monde. Le sujet soutient sa sensibilité, il faut, alors que la substance soutient
et le sujet et l'objet. J'en demanderai des questions s'il s'agit de Descartes ou Spinoza. La substance reste, elle demeure, en soutenant le sujet en tant que sensibilité et l'objet en tant que monde, mais substance elle-même devenue introuvable. La substance est au-dessus de celle dont le subjectum et l'objectum sont jetés. Il se trouve sur la substance qui donne lieu au couple de sujet et d'objet. Dans une métaphysique, ces trois devient une trinité en partageant ou participant de l'être, ou en ayant simplement de l'être. Mais il est possible de penser que ces trois ou encore n'importe quoi sans être car l'être depuis Aristote n'a pas de réalité définitive. C'est une question qui se pose à la pensée, une décision, une remarque. Si on pense sans être la substance, alors elle devient le pouvoir de donner lieu ou de faire exister le sujet et l'objet. Elle devient quelque chose comme de l'inconscient qui est la condition aujourd'hui, la possibilité de la conscience. En fait, la conscience se divise en deux. Un sujet actif et un sujet passif. Comme dans le roman expérimental de Paul Valéry, Monsieur Test. Je me promène avec moi ensemble, comme un chien promenade. Promenade en promenade. Cette coupure est un jeu de la conscience qui veut se penser comme actif en s'identifiant donc comme sujet. Donc la conscience en tant que sujet exclut l'objet passivisé hors de lui parce que la conscience ne veut pas se prendre comme schizophrène, c'est-à-dire schise initiale. L'ironie, c'est que la conscience essaie de s'enfuir de cette condition primordiale de la schizophrénie par une coupure, par un schisme qui est elle-même. Pourtant, la schizophrénie en tant qu'une maladie mentale, dit-on, est désignée comme un manque de schisme entre la personne en tant que sujet et le monde en tant qu'objet.
Cette maladie mentale ne désigne pas un schisme entre la personne et le monde. Elle désigne plutôt une fusion totale entre le monde et la personne. Immergée de ce monde inconscient, la personne. Pour la schizophrénie, il est le monde et rien. Et reste rien. Oh lui, tout, un tout, soit bucolique, soit anal, soit vaginal, soit phallique. Pour lui, pour elle, il n'y a pas une coupure entre sujet et objet, mais il y a seulement activité, passivité. Mais cette distinction n'est pas une coupure totale, définitive, mais une ambiguïté de l'être. Pour le schizophrène, la conscience est totale, elle reste passive par rapport à l'inconscient qui agit activement sur la conscience, dit-on. D'ailleurs, dans la conscience des schizophrènes, les sensibles agissent sur la personne dite schizophrène qui est affectée à cause de sa sensibilité hypersensible. Donc je dirais le schizophrène reste doublement passif et il construit une trinité, non pas encore fusionnée par l'être, mais tenue ensemble, au sens de retenir ensemble, par la passivité du schizophrène qui se trouve comme lieu qui soutient à la fois l'activité et à la fois cette totalité de l'existence de cette trinité peut-être primordiale. Or, la conscience est totale, incluant dans ces dedans l'inconscient et le monde mondain, immonde à lui, dans sa subjectivité, toujours singulière, chaque fois unique, comme la fin du monde, comme sa mort. Le sujet se distingue de la substance par rapport à Dieu. Voilà clivage. Et de l'objet en tant que le monde, soit effectif, soit horizon. Dieu, c'est le quoi principiel chez Descartes, ce quoi auquel on participe comme on était une convive dans une festin. Le sujet, alors, c'est le quoi qui utilise toujours à sa manière et dans ses relations catégorielles Dieu ou pour s'attribuer la puissance et la domination du monde comme celui qu'il supplie
pour rendre sa puissance perdue. Parce que le sujet, d'abord, attribue la puissance à lui-même. Et ensuite, après le trône, la perte, le manque, naufrage, malamène, il se souvient de Dieu par ses pertes, c'est-à-dire par sa perte, littéralement, singulière. Le monde, c'est l'écho dont le sujet prétend d'avoir le règne. Enfin, le sujet fabrique Dieu. Il ne croit pas à Dieu. Il l'utilise comme un moyen pour accomplir son propre désir. De la même manière, il utilise le monde pour satisfaire son propre désir. Or, le monde apparaît comme un ensemble de quoi objectivisé. Le sujet, c'est donc le droit de choisir parmi les objets qui peuvent satisfaire son désir d'une manière excellente et de jeter certains objets qui ne peuvent pas satisfaire son désir suffisamment. Et c'est égoïste. C'est ça l'ego transcendantal. Qu'on ne peut rien faire contre. Donc, le sujet distribue de l'importance, des valeurs, selon Nietzsche, parmi les objets qui s'y trouvent là, ici-bas. Les quoi ont de l'importance selon le rapport à l'imagination d'un sujet, chaque fois déterminé, bestimmt, à son propre fantasme, c'est-à-dire sous les images, un corps immonde, la nature, le secret de l'Éleusis, tout ce qu'on sait de Dionysos. Par son fantasme, le sujet entre en relation avec les objets et selon le choix de son désir, elle fait un geste de l'importer ou l'exporter. Quelle liberté! Le sujet, c'est ce qui se prend comme la puissance d'importer un quoi chez lui, auprès de lui, et de l'exporter de loin de lui. Comme un moniteur, un point de connexion cybernétique. Parce que le sujet, d'abord, désigne le monde comme l'ensemble des objets hors de lui, et il y a quoi dans son existence proprement à lui, selon le fantasme devenu métaphysique du sujet,
il y a ou un quoi qui a de l'importance ou de n'importe quoi. Le quoi qui a de l'importance, importé, inclut incorporé, et mangé, avalé. Donc détruit comme certitude sensible de Hegel par le sujet subsumé qui assume l'importance de ce quoi dans son propre corporéité, devenu corps sans organe. Maintenant, n'importe quoi est exclu du sujet, rejeté, exporté au loin, hors de lui, donc il reste comme nom propre ou un quoi parmi les quoi. Donc celui qui a de l'importance, détruit, sacrifié, envoyé, investi, et celui qui n'a pas d'importance demeure en révélant une relation bizarre du sujet avec de ces quoi qu'il prend pour ses objets. De plus, de surcroît, cette relation est encore rappelant la structure de la conscience qui veut ce qu'il ne veut pas et qui ne veut pas ce qu'il veut.